On reçoit Manu qui est VP Data de Blablacar, la licorne française. Ils sont 50 dans l'équipe data et c'est une des équipes data les plus matures de l'écosystème. Dans cet épisode, Manu va nous parler de ces 3 sujets les plus importants de l'année. Donc si vous souhaitez savoir sur quel sujet data les entreprises les plus matures travaillent, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, pour discuter avec Manu, je suis accompagné par Christophe Blefari qui a lancé la newsletter datablef.fr, la plus connue en France. Il a créé un outil qui scrape tous les articles data du monde et il sélectionne et commente les meilleurs chaque semaine. Donc il est toujours au fait des tendances data du moment. Il est également staff data engineer, cofondateur de Nao et surtout l'un des plus grands experts data en France. Bon, hello Manu et Christophe, vous allez bien ? Ça va très bien. Et toi ? Excellent. Ouais, ça va super. Cet épisode est rendu possible par Layer Data, le cabinet de conseil spécialisé sur la gouvernance et la qualité des données. Ils accompagnent les plus grandes multinationales telles que LVMH, Coca-Cola ou encore EDF. Ils ont réalisé une multitude de projets sur toutes les technologies et ont des convictions et des méthodes éprouvées. Les équipes de Layer Data sont réputées pour leur sérieux, leurs clients sont super satisfaits. J'ai rencontré Rachid, le fondateur et CEO, qui est un expert data gouvernance et data architecture. Il est venu nous expliquer comment mettre en place un data catalogue sur le podcast. C'est l'épisode 185. Je vous le recommande. Et si vous souhaitez réussir votre projet Data Catalogue, contactez Rachid de ma part. Je vous mets son mail en description. Ravi de faire cet épisode à 3 avec vous. On rentre directement dans le vif du sujet, sur le premier sujet de Manu, à savoir Gen AI at scale, donc sujet IA générative contre toute attente. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Manu, sur ce sujet ? Ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'était comment on fait pour à l'échelle, prendre des décisions sur des modèles qui sont non déterministes et non explicitement programmables. On a pas mal de cas d'usage en interne chez Blablacar qui vont de la modération de contenu à la détection de fraude en faisant de la recherche de meeting point pour les points de rencontre pour les conducteurs et les passagers. Et on a une problématique qui est faut pas qu'on le fasse dans une spreadsheet utilisée par 3 personnes. Faut qu'on le fasse parfois en quasi temps réel ou avec des latences assez faibles sur des millions d'exemples. Et du coup, l'aspect non déterministe de je mets un input, je fais tourner mon modèle, puis je vais avoir une réponse. Et si je remets le même input 1 heure plus tard, j'ai peut-être une réponse un petit peu différente. Ça, c'est très gênant. Et l'aspect, j'ai pas de bouton qui me permette directement de contrôler ce que j'ai en sortie. Ça, c'est assez gênant. Donc, on a rencontré pas mal de problématiques autour de ces 2 aspects-là. Comme on en avait sur le ML avant, mais c'était beaucoup moins fort que ce que c'est aujourd'hui. Tu as parlé, par exemple, de la modération. Je sais que c'est un cas d'usage que vous avez commencé à pas mal pousser. Peut-être tu peux nous réillustrer plus en détail comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Sans réexpliquer ce que fait Blablacar, mais rapidement, sur une place de marché entre particuliers, vous allez avoir besoin de communiquer, expliquer, moi je m'arrête à tel endroit, je propose un trajet entre telle ville et telle ville, je pars à telle heure, j'ai des bagages, pas de bagages, etc. Malheureusement, il y a plein de gens qui écrivent aussi des choses qu'en tant que plateforme, on ne peut pas accepter, qui vont de harcèlement, qui peuvent être déplacés, etc. Donc ça, nous, en tant que plateforme, il faut qu'on le filtre pour éviter que ça apparaisse aux yeux du grand public. Et là, du coup, il y a beaucoup de problématiques de Natural Language Processing, comment on va faire pour comprendre ce que l'utilisateur a écrit et l'enlever si c'est un message qui peut être perçu comme offensant. Donc ça, c'est les principaux sujets de modération. On l'applique sur du texte, on le fait aussi sur des photos, puisque les gens ont une photo de profil sur le Blacard, et je vous laisse imaginer ce que des gens mal intentionnés peuvent mettre aussi comme photo. Donc pareil, on a des algorithmes qui font ça pour éviter qu'il y ait des humains qui regardent tous les messages, ce qui ralentirait le système, rendrait le système plus coûteux et aussi avec beaucoup d'erreurs. Pour beaucoup d'entreprises, la modération, ça a été un des premiers cas d'application LLM parce que par nature, c'est ce qui vient avec le LLM parce que c'est du texte en général que tu veux modérer et du coup, c'est assez proche de ce que est censé faire un LLM, quoi, comprendre du texte et faire des choses avec. La modération via de l'AI, c'est pas nouveau, hein. Ça fait déjà des années que ça existe. Par contre, ce qui est assez fantastique, c'est que là, on peut passer beaucoup plus de contexte et que le contexte va apporter beaucoup de valeur sur la prédiction finale. Notamment, nous, on utilise le LLM pour réaliser un embedding de la conversation, de l'historique qu'on a aussi sur les utilisateurs, qui va apporter du contexte supplémentaire pour prendre la décision de ça, c'est un message légitime ou pas. Un exemple, c'est je suis conducteur, j'ai oublié que je peux pas donner mon numéro de téléphone au premier message, mais à côté de ça, j'ai toujours été un super bon utilisateur et j'ai pas d'intention malveillante. Ça, au moins, le LLM, il va à peu près bien le comprendre grâce à l'embedding et le traitement qu'on fait derrière, alors que du NLP classique, il voyait un numéro de téléphone, il disait « Ah non, on s'arrête, ça c'est pas OK ». Tu parlais des enjeux que vous rencontrez encore, notamment au niveau de la qualité. Curieux que tu nous en dises un peu plus là-dessus et
Peut-être que tu partages aussi les premiers enseignements que vous avez qui pourraient être utiles à la communauté. Pour donner le contexte, nous, avec notre nouvelle solution, là, on va économiser à peu près 1 million d'euros par an en investissant l'équivalent de peut-être 100K au début, puis après un peu de maintenance, mais on aura un ROI de l'ordre de 10 ou de 100 une fois qu'on sera en régime de croisière. Donc pour la boîte, il y a un vrai intérêt à utiliser ces solutions-là. Nous, c'était quoi notre challenge et notre boulot ? C'est s'assurer qu'on arrive à répliquer les performances du système en présence actuel. Donc ça, on y est arrivé, on s'est heurté au traditionnel, la donnée n'est pas de bonne qualité, quand on demande l'avis de plusieurs personnes, ils ne nous donnent pas forcément le même avis sur un même message. Donc, et ça, je pense, ça existait avant, ça existe toujours, c'est encore pire dans l'ère de la Gen AI. Donc on a résolu ces problèmes-là. Et après, il y a un autre aspect qui est comment on fait pour avoir quelque chose qui va scaler, parce qu'on fait de la modération en asynchrone, mais aussi en quasi-temps réel. Et quand on fait de la modération d'une conversation qui a lieu entre deux utilisateurs, on ne peut pas attendre 2 heures avant d'envoyer un message, sinon ça ne marche pas. Et donc là, on a rencontré aussi des problèmes juste de purement technique de stack, telle API, en fait, elle ne tient pas encore la charge, ou il n'y a pas de service level agreement, et donc ça peut sauter un peu n'importe quand. Il y a quand même un peu d'immaturité encore technique, même chez des prestats cloud réputés, qui font que c'est pas si évident que ça de mettre en prod. Je pense qu'il y a plusieurs trucs, notamment là sur la latence. Je pense que c'est une question aussi de comment tu intègres la Gen AI dans ton produit, parce que j'imagine que tu veux faire ça sur une conversation, par exemple modérer entre des messages entre les gens, mais potentiellement le message, tu peux le modérer quand même en semi-asynchrone et pas à la milliseconde, quoi, parce qu'en fait tu peux l'envoyer et le modérer a posteriori, ce genre de choses. C'est hyper intéressant parce que ça déclenche plein de conversations produits de à quoi doit ressembler la modération. Est-ce que tu veux que ça soit, tu bloques le message tant qu'il n'a pas été validé ou pas ? Est-ce que tu le publies puis après tu te donnes le droit de l'enlever ? Donc ça, c'est même pas des problématiques AI. On a eu plein de discussions avec le produit pour savoir comment on voulait le faire, sachant que nous, on apportait des contraintes qui n'existaient pas forcément avant ou qu'on n'avait pas perçues avant. Pour être clair, donc nous, on n'est pas sur de la milliseconde parce que le cas d'usage ne le mériterait pas. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait nos embeddings et après on a un classifier plus traditionnel qui nous permet du coup d'avoir une bonne perf au global tout en utilisant les sous-bassements de la Gen AI pour comprendre le contexte et extraire des vecteurs qu'on peut traiter après. J'ai l'impression de toute façon c'est le truc sur lequel tout le monde converge aujourd'hui. C'est un système global, quoi. Il y a de la Gen AI, il y a du classifier plus traditionnel et on crée un système avec plein de couches où en fait il n'y a pas que de la Gen AI, quoi. Il y a du système traditionnel et tu fais aussi du scoring traditionnel sur ta Gen AI, tu fais de l'évaluation de prompt comme tu le faisais avant et tu considères juste ça comme un modèle parmi d'autres modèles. Exactement. Et nous, ça nous a permis à la fois de réutiliser tous les investissements qu'on avait fait sur la partie MLOps, qui sont hyper importants parce que c'est ça le garant de on peut mettre en prod, on peut le mettre en prod avec des coûts qui sont intéressants, on a des coûts de maintenance qui sont gérables, etc. Et en plus de s'offrir la possibilité d'explorer le NLP. Avant, c'était quand même compliqué, il y avait plein de modèles qui marchouillaient, il fallait au moins 2-3 data scientists pour arriver à faire un projet. Là, au moins, on abstrait une grande quantité de complexité, mais on s'est raccordé à ces cas d'usage précédents. Ça, c'était important. Justement, c'est un peu le dernier point que je voulais aborder sur ce thème-là. Comment tu schématiserais un peu la part d'effort qui est dirigée vers les Gen AI ou vers le fait d'intégrer les Gen AI dans la stratégie ? La réponse est un peu différente en fonction des niveaux que tu considères. Si je regarde les projets des équipes, l'AI au global, ça doit représenter 30-40% de notre bande passante collective. Sur la cinquantaine de personnes, tu as 30-40% qui bossent sur de l'AI. Et là-dedans, j'inclus les modèles, la partie MLOps, la maintenance, etc. Après, si moi, je passe du temps, mais aussi pour amener, par exemple, de l'IA générative auprès des collaborateurs, et ça, c'est pas directement les équipes data, parce qu'on ne construit pas les choses nous-mêmes, mais il y a aussi beaucoup d'éducation à faire, montrer des cas d'usage, expliquer aux gens comment ils peuvent s'en servir, faire de l'éducation, etc. Donc moi, sur le dernier semestre, en 2024, ça m'a pris un peu plus de temps que ça. Sachant que j'ai pu m'appuyer sur l'équipe qui du coup gérait le reste et qu'il y avait des projets qu'on a suffisamment bien lancés pour qu'après ils aient moins besoin de moi. Et après pour le reste de la boîte, là ça va de 0 à peut-être 15-20%. On est encore au tout début de ce phénomène-là. Le deuxième sujet dont tu voulais nous parler, Manu, c'est BI as code. Ouais. Donc, vas-y, je te laisse nous donner un peu plus de contexte là-dessus. Pour faire une transition par rapport à la partie précédente, un workflow qu'ont quasiment toutes les équipes data que je connais, c'est à un moment je vais devoir générer un dashboard, une table de reporting, une feuille Excel. Et ça, du coup, il y a un workflow qui à la fin crée cet output-là. Ça, c'est un truc qui, moi, me rend fou aujourd'hui
parce que c'est extrêmement inefficace, ça prend beaucoup de temps, ça génère une quantité de maintenance invraisemblable parce que quasiment tout est fait à la main. Et là, je crois qu'il y a un enjeu assez massif où l'AI peut jouer un grand rôle, on y reviendra après, mais il y a un enjeu assez massif pour les équipes data de mieux gérer leurs coûts de maintenance en rendant tous ces assets-là, tous ces dashboards, spreadsheets, etc., en tant que configuration. Et ça, après, c'est quelque chose que tu vas pouvoir gérer en respectant un peu les bonnes pratiques qui ont été mises en place de côté software engineering depuis des années, qui te permettent après de gérer des codebases monstrueuses avec une taille d'une équipe assez réduite. C'est un gros chantier que j'aimerais bien qu'on démarre chez Blabla cette année, parce qu'on utilise Tableau, on a des centaines de rapports Tableau, et il y a 2 ans, on a changé le nom d'un dataset dans BigQuery. On s'est retrouvé à devoir mobiliser 10 analystes, à devoir réécrire tous les custom SQL qu'on avait dans les tableaux pour changer le nom du dataset. Quand je sais qu'on passe du temps là-dessus, ça me rend fou parce qu'on est obligé de le faire, on a fait une migration, il faut assumer. Mais c'est inexplicable aux stakeholders, ça crée 0 valeur pour eux parce qu'ils ne voient pas l'impact que ça peut avoir. Et nous, c'est hyper pénible à faire. On motive personne à bosser sur des choses comme ça. Donc j'aimerais bien qu'on arrête de faire ces trucs-là, et ça c'est un exemple assez caricatural, mais il y en a plein d'autres, pour migrer vers quelque chose où ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une config, on va dire tiens, mon chart c'est un bar chart, je veux qu'il ait telle couleur, etc. Et ça c'est un fichier de config qu'après on va pouvoir exécuter, et cette exécution va rendre le dashboard à la fin pour l'utilisateur. Et après ça amène plein d'autres questions, parce qu'il y a besoin de créer une couche d'abstraction qui va transformer ce qu'on fait aujourd'hui graphiquement avec du clic-bouton, et il va falloir le transformer en code. Tout le monde ne va pas vouloir écrire des fichiers de config, parfois un peu pénible. Et là, de l'AI peut jouer un rôle en se disant, tiens, générer de la config, c'est du texte, ça peut être fait. On peut aussi se dire, tiens, voilà comment je vais valider que ce texte il est bon, qu'il respecte un certain nombre de règles et tout. Donc ça, c'est quand même un petit peu plus facile à faire maintenant qu'il y a de l'AI. L'enjeu, il est sur un peu le passage de ballon entre tant que tu es sur des tableaux de bord qui sont relativement statiques, assez figés, il n'y a pas trop de soucis à les mettre sur une config. Et en revanche, c'est vrai que sur tout ce qui est un peu plus approche self-service, avec des stakeholders qui aiment vraiment jouer avec les charts, tu peux avoir un enjeu un peu plus compliqué si en fait il faut à chaque fois qu'il ait fait un changement, que le changement se retrouve aussi dans la config, parce que sinon tu perds ton... C'est une bonne distinction que tu fais, mais je crois qu'il y a de la maintenance sur les deux. Sur le premier, sur des dashboards par exemple, si on prend cet exemple-là qui ne change pas beaucoup, la réalité c'est qu'à chaque fois que tu vas faire une migration technique qui n'a rien à voir avec ce dashboard-là, bah, il faut que tu l'inclues et que tu fasses les modifications pour qu'il continue à marcher. Donc même s'il ne change pas, tu as quand même de la maintenance à payer systématiquement parce que ta stack technique, elle évolue. Et ça va on introduit DBT, donc il faut enlever tout le custom SQL ou ce genre de truc, ou on change de DB parce qu'on a fait une migration technique, ou on a renommé une colonne, etc. etc. Et tout ça, tu as plein de moyens via ta gouvernance de réduire un peu tes coûts, mais structurellement, ils sont toujours là. Et même sur le papier, la plupart des gens, ils le prennent en dette et ils changent jamais. Enfin, ils migrent pas, ils attendent que ça pète, et en fait, tous les dashboards sont outdated, quoi. Et un jour ou l'autre, tu le payes parce que soit tu prends une mauvaise décision, soit tu te fais taper sur les doigts par un stakeholder qui dit bah, les chiffres sont pas à jour, et là tu fais ah oui, bah en fait ça fait 1 an et demi. Alors tu peux toujours lui dire ça fait 1 an et demi que tu l'as pas regardé, mais c'est pas généralement une bonne réponse. T'as cet aspect-là où même les assets qui sont pas utilisés au quotidien ou qui changent pas beaucoup, en fait ils te génèrent de la maintenance. Et après t'as l'autre aspect où t'as des choses beaucoup plus dynamiques qui sont en cours d'évolution, où là ce que j'ai vu en tout cas sur la partie MLOps, c'est que oui au début t'as l'impression que tu te ralentis vachement en ayant de la CI/CD, en ayant de la config et tout. En fait, quand tu intègres ça sur le long terme, tu vas beaucoup plus vite parce que tu arrêtes de te dire « Ah mince, j'ai fait une modif il y a 3 heures, j'aimerais bien revenir à celle-là, sauf que j'ai fait que des commandes S, donc j'ai sauvé mon dashboard, et puis maintenant, il va falloir que j'aille retrouver en arrière les changements que j'ai faits. Il y en a certains que je veux garder et d'autres que je veux enlever. » Ça, c'est une galère. Il y a quand même, je pense, la limite où la techno aujourd'hui n'est pas prête sur les stakeholders qui font des dashboards eux-mêmes. C'est là où clairement c'est pas prêt. Même avec de la GenAI, il y a encore un truc qui est pas prêt, notamment la bijection entre ta config et une UI où tu peux changer des choses qui vont instantanément se répliquer, quoi. Ouais. C'est pour ça que je disais déjà, si tu le fais sur tous tes tableaux de bord qui restent un peu souvent dans l'équipe data, sur les données, je sais pas moi, finance, Tristrat, etc., si déjà tu le fais là-dessus, c'est pas mal. Ça vient à la question que j'allais te poser, Christophe, vu que on a dit en intro, tu sais tout ce qui se passe sur le marché de la data.
T'as déjà vu des entreprises mettre ça en place? Que j'en ai peut-être déjà entendu parler dans des articles, etc., mais je l'ai pas encore vu, en tout cas, sur le terrain. Je vois des boîtes qui mettent de la BI as code en place, mais pour l'instant, j'en ai pas vu à l'échelle de Blablacar. C'est plutôt des petites startups ou des single person data team. Je pense que la techno est pas loin d'être mature, mais elle n'est pas encore au niveau de gérer le contexte de l'entreprise, quoi. Et notamment, je dirais, du côté de qu'est-ce que tu fais pour les stakeholders qui sont un peu power users. Je pense que c'est là la vraie contrainte parce que tu peux te dire pour tout ce qui est core, je le mets dans ma BI as code. Il n'empêche qu'il manque une UI pour tes stakeholders et du coup, tu vas les laisser dans Tableau, mais du coup, tu pètes complètement le principe de gouverner les assets avec du code parce qu'il y en a qui sont dans Tableau, d'autres qui sont dans l'outil de BI as code. Et du coup, bah, ça marche plus. C'est la notion de bijection entre les deux qui est difficile à avoir, quoi. En l'occurrence, je pense si on va là-dedans, Tableau, ça sera pas le bon outil parce qu'il t'empêche de faire ça. Et on va regarder d'autres solutions. Notamment parce que celle-là, je crois qu'elle atteint ses limites. Au début, je m'attends pas à ce qu'on puisse dire à nos stakeholders, ah bah trop bien, tu veux modifier le dashboard, vas-y, fais-le tout seul, nous on te garantit que tu vas rien casser. Ça, on en est encore assez loin. Après, l'outil de BI préféré de tous mes stakeholders, ça reste les Google Spreadsheets. Ouais. Et ça, déjà, leur dire, tiens, bah, on t'a fait un template, tu peux te générer ton truc et après bricoler dedans, ça me gêne moins. Ça amène plein d'autres sujets de gouvernance. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Christophe, je m'attends pas à ce que, en fin d'année, on se dise, ah oui, on a poussé le self-service à un point où nous, on crée plus rien du tout. Ça n'arrivera pas. Par contre, si déjà je m'assure que quand on veut faire des modifications, c'est changer un fichier de config fois 200 ou 300, ça déjà, ça nous fait gagner du temps. Si je peux m'assurer que le prototypage, il va 10 fois plus vite avec des bien meilleurs résultats en termes de qualité parce qu'on suit des templates, etc., ça nous fait gagner du temps. Et on verra après comment on arrive à embarquer les stakeholders là-dedans. Et juste pour conclure sur ce sujet, il y a des outils qui émergent, parce qu'on n'a pas donné de nom, ça peut être intéressant, peut-être s'il y a des gens qui veulent creuser, de parler d'un ou deux outils qui se positionnent là-dessus. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, sur la BI as code, je dirais que ceux qui sont les plus avancés et qui lead le plus le truc, c'est Lightdash. Je les cite parce qu'ils sont open source. Et au début, ils étaient très BI as code et je crois que tu pouvais faire que les charts. Et récemment, ils ont sorti les dashboards aussi as code. Et donc, c'est ceux qui sont les plus avancés. Ils s'intègrent hyper bien avec DBT. Et après, il y a d'autres trucs qui sont sur la couche un peu plus basse. En gros, Lightdash, c'est équivalent Metabase en termes de niveau, quoi. Et il y a des trucs qui sont sur la couche un peu en dessous, qui sont Evidence et Reel. Evidence, c'est un framework où tu décris tes dashboards en Markdown. Donc, tu crées des charts, tes collections de charts, et tu fais du Markdown pour décrire tes dashboards. Et tu les déploies en site statique. Donc, après, c'est à toi, en tant que data eng, je dirais, de créer le framework pour l'entreprise pour que ça soit utilisable par tout le monde. Et il y a Real Data qui part aussi dans cette direction-là. Et c'est assez fort parce que ça me fait le lien avec GenAI. Tu connectes un dataset et tu lui dis génère-moi un dashboard à partir de ça et il comprend les insights qu'il y a dans ta data et il te génère un dashboard automatiquement, quoi. Et donc ça, c'est pareil, c'est Ascode. Et ces trois-là, Evidence, Real Data, Lightdash, c'est open source. Et pour finir, je pense qu'il y a Omni qui a un peu de ce truc-là, où en gros, tu peux gérer tes assets dans du code et les sauvegarder dans du code, dans Git et ainsi de suite, quoi. Et après, tous les outils de BI partent aussi dans cette direction-là parce qu'ils le voient arriver. Alors Tableau, je suis pas sûr, mais Looker le fait. Metabase, je crois que bientôt, tu pourras connecter des projets Git, mais tu peux déjà sérialiser tes dashboards et ainsi de suite. Superset le fait déjà. Enfin, tu peux sérialiser les choses dans Superset. Les outils de BI voient le truc arriver et vont forcément aller dans cette direction, quoi. On passe au troisième sujet. Manu, je te laisse nous l'introduire. Notre troisième sujet, qui s'inscrit un peu toujours dans la mouvance de comment je fais pour que mes analystes ou mes data eng ils passent moins de temps à fournir de la donnée un peu brute. Et ce que j'ai commencé à communiquer à mes équipes, c'est no facts without insights. Ne donnons pas juste des faits, s'il n'y a pas d'analyse derrière, en fait ça ne sert pas à grand chose. Voire même c'est assez pernicieux parce que les gens vont nous demander de plus en plus de faits qu'ils ne savent pas utiliser et on va se retrouver à en produire de plus en plus et à faire de moins en moins d'autres choses. Comment on fait pour produire moins de faits? Et ça, il y a évidemment challenger les stakeholders sur est-ce que tu as vraiment besoin de ce truc-là? On le fait. Généralement, ils n'aiment pas trop. Ils prennent le pas et il y a des discussions intéressantes. Mais il reste quand même une somme de faits à fournir. Et après, il y a qui va créer ces faits-là. Et le self-service, c'est un peu à l'extrême de tu dis aux gens tu as accès à toute la donnée avec les bons outils, tu te débrouilles et puis tu vas trouver tes chiffres toi-même. Je sais pas s'il y a des boîtes qui arrivent à bien le faire marcher. Dans notre contexte, j'y crois pas trop parce qu'on n'a pas du tout éduqué nos stakeholders à avoir ce niveau-là d'autonomie. C'est pas dans leur job desk, etc. Et donc il y a un moment, je crois qu'on aurait du mal à
en partant de zéro à basculer directement dans du self-service. Et après, il y a un autre truc qu'on est en train de mettre en place, c'est comment on va utiliser les équipes produits et engineering, qui sont généralement celles qui produisent la donnée primaire, pour exprimer ces faits-là et les créer et les pousser à leurs stakeholders. Stakeholders qui peuvent être, au début, surtout les product managers, mais à terme peuvent être aussi des business owners, etc. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est on a un écran dans l'app, il va avoir un taux de conversion attaché à cet écran, tu passes de celui-là à celui d'après ou tu arrives d'un autre. Quand le PM a une question sur c'est quoi ce taux de conversion-là, etc., comment on fait pour que l'équipe engineering soit capable de lui fournir la donnée, soit capable de lui dire tiens, si tu veux filtrer par ça ou ça, voilà où tu vas regarder, puisse l'alerter aussi en lui disant tiens, ce taux-là, il a chuté au cours de la dernière semaine, etc. Histoire que nous, on n'ait pas à fournir ces faits-là un peu bruts, et que si il se passe quelque chose, qu'on puisse être réactif sur tiens, ça a chuté pour telle et telle raison, et qu'on déporte le temps qu'on passait à produire des métriques à longueur de journée sur produire de l'analyse et expliquer pourquoi les choses évoluent. L'exemple que je vois qui peut bien illustrer ça, c'est que tu montres le taux de conversion et tu sais très bien quand tu es dev que tu as fait un changement sur quelque chose et donc tu vois le drop, tu sais instantanément la chose. Alors que si tu déportes l'explication à l'équipe data, ça va être à l'équipe data de comprendre que quelqu'un avait fait un commit qui changeait ce truc-là. Donc je pense que ça a que du bon de remonter aux personnes qui ont l'impact sur les métriques, quoi. Il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi on s'engage là-dedans. Et tu en as une qui est, nous, ça nous permet de retrouver du temps et de faire des choses à plus haute valeur ajoutée. Je crois qu'il y a un autre aspect critique qui est, en fait, en fermant la boucle entre les consommateurs de données et les producteurs de données, c'est-à-dire en ayant les ingés qui consomment leurs propres données, il va se passer plein de trucs merveilleux. Du genre, tu as fait un commit qui pète le taux de conversion, tu t'en rends compte direct et t'attends pas 3 semaines pour corriger le truc. C'est pas un dev en particulier, mais l'équipe attend pas 3 semaines pour corriger le tir. Tu vas avoir un truc de dev backend qu'on adore, qui font des changements de schéma. Bah là, ils vont se rendre compte tout de suite qu'ils n'ont plus aucune métrique dans leur outil et ils vont se dire ah tiens, il se passe un truc. Donc ça va améliorer aussi la qualité de données, ça va réduire les frictions entre les équipes data et engineering. Et je crois qu'il y a un autre enjeu qui est il y a plein d'équipes côté engineering qui ont tellement de boulot sur la partie engineering qu'elles sont déconnectées des réalités business. Et du coup, elles ont plus le sens, quoi. Bah ouais, tu regardes jamais les métriques que tu produis, donc c'est compliqué de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Bah là, au moins, tu te réappropries la donnée, tu vas recomprendre ce que tu es en train de faire. Et ça va nous challenger, parce que du coup, on va avoir des questions un peu différentes et un peu plus difficiles auxquelles répondre. Et en même temps, ça va augmenter le niveau pour tout le monde, parce que meilleure qualité, plus de temps, etc. Et pour toi, c'est qui a l'ownership de calculer quand même le temps de conversion ? C'est un bon point de gouvernance où on a passé un peu de temps, et je crois qu'il n'y a pas de réponse canonique qui marche tout le temps, mais on a passé un peu de temps avec les équipes engineering pour se dire, ok, ce genre de métriques-là, vous les faites vous-même, vous venez toujours piocher la donnée dans le warehouse, par contre, ça c'est important pour avoir une unicité de tes sources. Ce genre de métriques-là, c'est plus compliqué, il y a plus d'agrégats, c'est joint avec d'autres tables, etc. Donc ça, c'est nous qui la fournissons. Vous pouvez l'exporter et la mettre dans Datadog si vous voulez la suivre et tout, mais on est responsable du calcul. Donc on a un petit framework qui permet de comprendre rapidement si je veux regarder tel truc, est-ce que je le fais moi-même, est-ce que je demande à l'équipe data. Ok. Et en latence, ça veut dire que du coup, vous avez réduit la latence de rafraîchissement du warehouse ? Justement, c'est là où ça mène des bonnes conversations aussi, parce que si tu veux suivre ton taux de conversion de manière juste hebdo, bon... Où tu fais du snapshot tous les jours, ça suffit. Oui. En fait, ce qui intéresse les product managers et du coup les équipes de dev, c'est tiens, je veux savoir quand on met en prod si une heure après j'ai un problème. Là, tu fais ton snapshot tous les jours, ça marche pas. Donc, ça va pousser les équipes aussi à migrer vers de l'événementiel plutôt que de nous dire il y a tout dans la DB transactionnelle, vous allez piocher là-dedans. Ça commence à changer et on voit qu'il y a de plus en plus d'événementiel, ce qui nous permet d'avoir de la donnée plus fraîche. Ça rajoute un peu de complexité. Mais c'est une complexité qu'on apprécie parce que vraiment on a des gains assez intéressants. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne regardent pas à la seconde près, mais tous les quarts d'heure, toutes les 30 minutes, ils vont aller requêter ce qu'on vient d'ingérer. Je trouve que ça fait totalement sens en plus. La barrière à l'entrée, finalement, elle paraît pas du tout énorme. Pas d'un point de vue implémentation, hein, je parle juste en termes de skills pour les gens. Parce qu'il y a des gens où parfois, c'est un peu comme tu disais, genre convaincre des gens qui sont peu data-driven de le devenir, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que ça va être compliqué. Là, d'un point de vue skills... c'est vrai que c'est quand même des ingés. Analyser des métriques business plutôt qu'analyser des métriques techniques, c'est pas la même chose, mais tu vois qu'ils peuvent y arriver, quoi. C'est pas tellement une question de compétence, même si, suivant à quel ingé tu parles, il va te dire « Ah non, mais la data, moi je fais pas du tout de data, je fais de la programmation. » Mais ça, je crois que tu arrives à... Enfin, on leur demande pas non plus de devenir data scientist et de nous faire des régressions à chaque fois qu'ils ont une question. Donc je crois que ça, tu arrives assez vite à passer au-delà. Mais tu as deux autres sujets qui sont importants. Tu en as un de
comment tu acquiers le contexte métier et tu le lis avec ce que tu es en train de faire d'un point de vue développement. Et ça, c'est important parce que, typiquement, c'est bien beau de mesurer la latence de ta page de search. Trop cool, tu es à 100 millisecondes, c'est super. Et en fait, si ça, tu n'es pas capable de savoir l'impact que ça peut avoir en termes de nombre de réservations, de volume d'affaires et tout, tu sais pas si en fait ça a un impact. Donc, déjà, redonner ce contexte-là, c'est pas tant une question de skills que plutôt d'état d'esprit, de se dire ouais, c'est aussi important et il faut que tu sois capable de comprendre ce que ça veut dire, etc. Et les ingés sont capables de le faire, c'est plus. Parfois, ils estiment que c'est pas leur boulot. C'est drôle parce que c'est globalement le taf des product managers et c'est déjà ce qu'ils faisaient les product managers. C'est juste que tu redescends à un niveau supplémentaire qui est les personnes qui sont un peu plus opérationnelles et tu descends la responsabilité un peu plus bas, quoi. Un truc qu'on résout là, c'est qu'on enlève des middle person. Ouais. Et ça, en fait, en termes de friction et de rapidité d'itération, ça a un impact assez important. Plus le fait qu'après, tu as tous les aspects positifs de qualité de données. Le dernier truc, pour revenir sur plus l'état d'esprit, nous, chez Blabla, les ingés, ils se tournaient pas les pouces en attendant qu'on leur file du boulot. Donc, il y a quand même un aspect aussi de, ouais, ça, c'est une responsabilité que tu prends et qui vient en concurrence des autres choses que tu fais. Donc il y a aussi de l'éducation et du partage de responsabilités pour se dire est-ce que c'est quand même l'équipe engineering qui le fait, s'ils le font, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le temps de faire, etc. Est-ce que le ROI est du coup plus important que ce qu'ils vont déprioriser à la place? Ouais. Et quel est le gain pour eux? Ouais, alors en pratique, au début, il y a beaucoup de fantasmes et d'appréhension sur ça va prendre beaucoup de temps, c'est hyper compliqué et tout. Ouais, tu as un coût d'investissement au début de te familiariser avec, tu vas requêter BigQuery pour extraire tes données, le framework il marche comme ça, tu vas débugger un peu le truc les 3 premières fois. Et après, tu as plein d'effets positifs qui se mettent en place. Les devs, si toutes les 5 minutes, ils ont quelqu'un qui vient leur demander hey, c'est quoi le chiffre, c'est quoi le chiffre, soit ils automatisent, soit ils disent non et ils envoient la personne aller voir quelqu'un d'autre. Et ça a quand même des bons côtés aussi. Les trucs qui prenaient collectivement avant un temps fou à débugger parce qu'il y avait beaucoup de va-et-vient et tout, ils disparaissent. Côté ingénieur, ça fait du temps en moins aussi. In fine, en pratiquant le truc, ils voient beaucoup plus d'impact positif que de ralentissement. Vous arrivez à faire le lien entre finalement du debugging qui finissait par leur retomber dessus parce que ça reste les producteurs de données, donc il y avait des choses, plein de temps passé de leur côté là-dessus, qui là, une fois que c'est mis en place et que vous commencez à avoir, on va dire, les fruits des premières itérations, où en fait, ils sentent qu'ils y gagnent presque en temps. Parce que c'est vrai que les devs, le plus important pour eux, c'est de ne pas perdre de temps, quoi. Je crois que c'est vrai pour tout le monde. Si je prends un exemple qui date un peu et c'est les mêmes principes, c'est pas exactement le même projet, mais sur notre tracking front-end, il y a 3 ans, on passait l'équivalent de 1 temps plein à faire que du debugging. Alors, c'était pas une personne qui avait une étiquette, moi je suis le débugger, mais c'était, 15% de l'équipe data, 20% de l'équipe front-end, 15% des PM et tout. Une fois que tu enlèves ça, les gens ils le voient, qui reçoivent plus de tickets à la mort moelle-neu de on a un problème, mais je sais pas d'où il vient, est-ce que je peux te parler, une réunion par là, une réunion par-ci, etc. Donc ça, les gens ils le voient quand même. Et du coup, vous appelez ça le data mesh? On l'a appelé Business Metrics for Engineering. Okay. À quel point ça correspond à la vision mesh, etc. C'est encore un peu tôt parce que pour l'instant, on n'a pas un taux d'adoption égal à 100%. Mais il y a un département engineering qui le fait super bien. Donc là, on est plutôt en train de se dire comment on le réplique pour tout le monde. C'est en train de se faire et il y a plutôt des bons retours jusqu'à présent. Ce qui est cool, c'est que maintenant, on a le framework technique qui est en place. Donc là, c'est principalement de l'éducation et de l'entraînement et il faut le faire et débugger les process plus humains. Et après, je pense d'ici le milieu de l'année, j'aimerais bien qu'on passe aux étapes d'après, de se dire, nous, on va avoir récupéré du temps, on va faire d'autres chantiers. Comment on renforce encore les liens entre data et engineering, justement dans cette vision mesh, pour que eux comprennent mieux ce qu'on fait, que nous, on comprenne mieux ce qui va être mis en place. À quel moment cette frontière disparaît ou pas, ça, je sais pas. C'est ma question d'après. Mais en fait, c'est marrant parce qu'on en parle de temps en temps au sein de l'engineering chez Blablacar. Tu as un autre problème qui est après plus organisationnel et très headcount de... à un moment, si tu prends l'équipe produit engineering, la squad data qui lui correspond et que tu les fusionnes, tu te retrouves avec un groupe de 15 ou 20 personnes. Donc tu peux plus avoir qu'un manager. Donc si tu dois en avoir 2, comment tu splits? Et en fait, si tu les resplits avec les ingénieurs d'un côté et la data de l'autre, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça va pas changer beaucoup les choses. Et après, tu peux le faire d'autres manières, mais ça oblige de retravailler pas mal de choses. Je sais pas si on ira jusque-là. Et la réalité, c'est que tant que l'interface est quand même assez souple et qu'on est capable de l'ajuster et que ça marche bien, je pense que d'un point de vue organisation, on changera peut-être pas plus que ça. On passe à la suite. On arrive sur les news de Blef. J'ai deux news. Tu as publié un épisode
DBT, SQL Mesh et comparaison récemment. Et là-dessus, il y a une news qui est sortie récemment, c'est DBT qui a racheté une entreprise qui s'appelle SDF. C'était un binaire en Rust qui comprenait un projet DBT globalement et qui était capable de construire la compréhension globale du SQL d'un projet DBT pour pouvoir faire du forwarding d'informations de la source jusqu'à la fin. Donc si tu as des informations personnelles au début, c'était capable de comprendre dans quelle colonne ça passait et de dire les colonnes à la fin qui étaient impactées par ça. Pour l'expliquer en 2 mots, peut-être pour des profils peu techniques, donc c'est une forme de lineage qui te permet de mieux analyser en gros, comment ta donnée est transformée. Ouais, techniquement, ça crée un lineage de ton projet DBT. Mais ça le crée techniquement. En fait, SDF, c'était pas un truc visuel, c'était juste un binaire qui comprenait le projet DBT et qui en créait une représentation en lineage, quoi. Et DBT a racheté cette entreprise-là, et les premiers trucs qu'ils ont annoncés derrière, c'est ça va permettre d'accélérer les projets DBT, parce qu'en fait, SDF est fait en Rust, et DBT, c'est fait en Python, et très lent sur des gros projets, notamment sur le compile, pour ceux qui l'expérimentent. Donc voilà, il y a eu ce rachat-là. Mais juste en termes d'usage, pour comprendre, avant d'être acheté par DBT, par exemple, un client qui utilisait cette solution, c'était quoi son avantage ? À un niveau peut-être plus business, use case ou analytics, pour que je comprenne. Je pense que SDF, c'était pas utilisé par grand monde, parce que c'était pas open source, c'était juste open core, ça faisait que 2 ans qu'ils existaient, et pas grand monde les utilisait. Et du coup, ce qu'ils vendaient, c'était ton projet DBT compilé plus vite, et tu étais capable de faire de la propagation d'informations de ta source jusqu'à ta fin de transformation. Okay. Quoi. Enfin, en gros, quand tu fais de l'ingestion de la transformation, tu sais dans tes ingestions ce qui est information personnelle. Et tu as envie de savoir dans ton projet DBT tout ce qui est information personnelle sans avoir à les taguer manuellement. Et c'est ce que te permettait de faire SDF, c'est à partir du moment où tu as tagué tes ingestions, tu sais toutes les tables de ton warehouse qui ont de l'information personnelle, sans avoir à le faire manuellement. Okay. C'était globalement ce sur quoi se mettait SDF, c'était ils appellent ça de l'information propagation, c'est genre être capable de repousser tout le contexte qui vient de tes ingestions dans tout ton projet DBT downstream. Et donc, DBT Labs les a rachetés, a promis des avancées dans DBT Core, on verra ce qui arrivera. Je pense qu'une grosse partie sera quand même dans DBT Cloud, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui arriveront dans DBT Core. Et pour refaire le lien avec ce qu'on disait sur SQL Mesh, c'est qu'en même temps, SQL Mesh a racheté le lendemain un autre outil qui est un compilateur en Rust de projet qui s'appelle Quarry pour accélérer SQL Mesh. J'en profite du coup pour mentionner qu'effectivement, on a fait un épisode avec Blef où on a comparé DBT et SQL Mesh, qui est en ce moment un peu souvent les gens qui veulent mettre en place DBT ou un outil, on va dire, de transformation ou un orchestrateur de requêtes SQL. Ils hésitent entre DBT et SQL Mesh. Donc on a fait un épisode, c'est l'épisode 186. Je vous invite à aller écouter. Et pour conclure, ce qui est assez drôle, c'est que le rachat de SDF, beaucoup de gens l'ont lu comme DBT qui bridge de gap avec SQL Mesh. Parce qu'en gros, SQL Mesh était là pour pallier les problèmes de DBT. Et du coup, DBT a racheté SDF pour pallier lui-même à ses trous et concurrencer SQL Mesh qui était en train de monter. Deuxième news, j'étais à la DuckCon, qui est la conférence annuelle de DuckDB. En tant que grand fan de DuckDB, fallait que j'en parle. Donc DuckDB, qui est open source aussi, je le mentionne pour pas que les gens pensent que je fais de la pub pour une entreprise spécifique. Mais c'est une fondation et c'est open source. Ils ont annoncé un truc très cool à la conf, qui est qu'ils vont s'attaquer au sujet du lakehouse en 2025. Sachant qu'aujourd'hui, le lakehouse est porté par Iceberg et que tout le monde se pose la question de est-ce que je dois switcher ma plateforme sur Iceberg. Les 2 créateurs de DuckDB ont annoncé qu'en 2025, ils allaient faire quelque chose pour le lakehouse et donc peut-être nous sauver de ce monde full d'iceberg qui n'est pas le truc le plus friendly. Donc c'est en train de s'améliorer, mais c'est pas encore complètement friendly et c'est très Databricks oriented. Donc à voir ce qui arrive. Excellent. Bah écoute, on comptera sur toi pour venir nous aider à suivre ça de près sur le podcast. Écoutez, Manu, Christophe, on arrive sur la fin de cet échange. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le podcast. Christophe pour m'accompagner dans l'échange et Manu pour nous partager tes 3 sujets les plus importants du moment. Dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode. Mettez-nous un petit commentaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Profitez-en pour vous abonner. Venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Manu et Christophe pour diffuser cet épisode. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci. Salut. Grosse news, DataGen a lancé un bootcamp en Analytics Engineering en collaboration avec DataBird. Le besoin en Analytics Engineering a explosé. J'observe cette tendance au quotidien dans mes échanges avec les leaders data. On a décidé avec DataBird d'unir nos forces pour créer le premier bootcamp spécialisé sur le sujet. Le bootcamp est à destination de profils déjà data analyst ou scientist, sera à temps partiel pendant 6 semaines et finançable via CPF. Si ça vous intéresse d'en savoir plus,
2 options. Je vous mets le lien pour découvrir le programme détaillé en description. Sinon, vous pouvez écouter l'épisode 151 qu'on a enregistré avec le cofondateur de DataBird, dans lequel on explique plus en détail la tendance de l'analytics engineering et le programme du bootcamp.